Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui, nous nous trouvons en Normandie, sur le site de la batterie d'Asville. Nous sommes accueillis par Marlène, responsable du site de la batterie d'Asville. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce site important qui fait partie du dispositif de défense allemand pour la bataille de Normandie et du débarquement du 6 juin. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer depuis combien de temps vous êtes responsable de ce site ? Alors, je suis arrivée ici en 2018, mais le site est ouvert au public depuis 1994. C'est une propriété et une gestion du conseil départemental de la Manche, puisqu'on a la chance dans la Manche que le département gère plusieurs sites et musées avec différents thèmes. Donc ici, Seconde Guerre mondiale, mais il y a également une ferme-musée à Sainte-Mère-Église, le musée Jacques Prévert dans le Nord-Cotentin et une abbaye, l'abbaye d'Amby, ou encore l'écomusée de Vins ou le musée de la céramique à Gers. Eh bien, qu'allons-nous visiter sur cette batterie d'Asville ? Quel est ce complexe qu'on va découvrir ? Alors, je vais vous emmener à la découverte de ce dispositif qui faisait partie du mur de l'Atlantique. Donc, c'est un point d'appui qui a la particularité d'être dans l'arrière-pays. Qui était composé de 4 casemates, donc on en voit 2 derrière moi. On va aller voir les 2 autres de l'autre côté de la route et qui est assez spécifique puisqu'on va parcourir à peu près 350 mètres de galeries souterraines et découvrir quelles étaient leurs fonctions et plus globalement l'architecture militaire de ce site et la vie de cette garnison allemande qui s'est installée ici pendant près de 2 ans et qui a cohabité avec les 115 habitants du village juste à côté. Eh bien, nous nous trouvons à l'entrée du site de la batterie d'Asville. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelle année cette batterie a été construite ? Alors, le début des travaux ici à Asville se déroule à peu près fin 1941. Mais pour situer dans le contexte, il faut donc début de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Les Français se rendent en juin 40 et à partir de là, il y a à peu près 70 000 soldats allemands qui vont venir s'installer dans le département de la Manche. Ça représente 16% de la population, c'est énorme. Et l'Allemagne nazie a un objectif, la conquête de l'Angleterre. Donc ils ont une position très offensive. En 1941, les choses vont changer puisqu'il y a l'entrée en guerre des États-Unis et forcément l'ouverture du front russe. L'Allemagne nazie ne peut pas être à la fois sur les côtes atlantiques et à l'est. Et donc ils vont changer de stratégie et avoir une stratégie plus défensive ici en Normandie notamment et tout le long de ce qu'on appellera plus tard le mur de l'Atlantique. Donc l'idée c'est d'avoir un minimum d'hommes mais d'avoir des structures pour protéger et éviter un débarquement allié par l'Atlantique. Et donc, à partir de 1941, va naître l'idée d'un mur qui s'appellera le mur de l'Atlantique, qui va s'étendre de la frontière franco-espagnole jusqu'à la Norvège, donc un peu plus de 4000 km, et qui va être constitué de plusieurs points de défense dans des endroits stratégiques, notamment les ports, et de plus petits points, des points d'appui, comme la batterie d'Asville, qui vont venir renforcer ces endroits stratégiques. Donc ici, on se situe à 5 km de la plage dite d'Utah Beach. C'est un choix voulu par les Allemands
puisque la batterie d'Asville, elle était épaulée par 2 autres batteries, la batterie de Crisbec et la batterie de Saint-Martin-de-Varville, et elle avait en charge la défense de la côte entre Saint-Val-la-Hougue et la baie des Vies. Et elle se situe à peu près à mi-chemin entre ces deux baies. Pourquoi Asville ? Parce qu'on est dans l'arrière-pays, on est à 5 km de la mer, donc on n'est pas visible depuis le littoral, donc ça c'était voulu. On est sur un mont, on est légèrement surélevé. On est également à côté d'un village qui s'appelle Montebourg, et il y a un ancien adage qui date du Moyen-Âge qui dit « Qui tient Montebourg tient Cherbourg ». Donc c'est aussi stratégique, il y a la ligne de chemin de fer qui passe à côté de Montebourg. Donc l'idée c'est vraiment d'empêcher à la fois un débarquement par la mer et si jamais cela arrive, de pouvoir protéger l'arrière-pays en ralentissant la progression des Alliés grâce à la batterie d'Asville si jamais cela se passe. Quel était le commandant allemand qui tenait cette batterie? Alors la grande particularité, c'est que la garnison allemande et le commandant va rester le même quasiment tout au long de la durée de la construction du site. Entre 41 et 44, c'est le commandant Treiber qui va être en position ici et les 170 hommes qui vont l'accompagner vont rester quasiment tous les mêmes. Certains vont être amenés à bouger, mais c'est une particularité puisqu'habituellement les garnisons bougent très fréquemment, à peu près tous les 6 mois. Le commandant Treiber, c'est un homme d'une 50aine d'années, en 41, qui a connu la guerre de 14-18. Il est marié, il a un petit garçon qui a 2 ans à l'époque. C'est quelqu'un qui, d'après ses écrits, puisqu'on a la chance d'avoir ses écrits aujourd'hui, le carnet de bord qu'il a tenu notamment en 1943 et durant sa captivité en Angleterre, et on y découvre un homme qui n'a qu'une envie, c'est que la guerre se termine. Et qui veut faire en sorte que les choses se passent le plus simplement possible et le plus paisiblement possible entre la construction, mais aussi ses relations avec la population française. Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs qu'est-ce qu'une batterie ? Alors, une batterie, d'un point de vue militaire, c'est un ensemble de canons. Dès lors que vous avez 2 canons qui sont installés dans un champ, on parle d'une batterie. Ici à Asville, la batterie elle va être composée de 4 canons, des canons Schneider, des 105 mm qui datent de 1913, qui dans un premier temps vont être posés sur des encuvements et ensuite ces canons vont être protégés par les casemates qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est ce qui fait aussi la particularité de la batterie d'Asville, c'est ce complexe, cette structure militaire intégrale. Bon, ensemble, nous allons partir à la découverte des souterrains de la batterie d'Asville. Donc ici, on se trouve dans un des souterrains de la batterie d'Asville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est ? Oui. Donc nous, aujourd'hui, on va parcourir à peu près 350 mètres de galeries souterraines. Grâce à de la géoprospection, on sait qu'il existe environ 800 mètres de galeries qui ont été ouvertes entre 1941 et le débarquement en juin 1944. Une partie était entièrement bétonnée, l'autre partie c'était des souterrains en terre recouverts de tôles ondulées qui permettaient aux soldats allemands de se déplacer sans être vus et en étant protégés d'éventuels bombardements extérieurs. Alors ici on trouve une carte, vous avez parlé tout à l'heure du mur de l'Atlantique, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ? Oui, ça permet de voir l'étendue de ce mur qui commence en Norvège et qui s'étend jusqu'à la frontière franco-espagnole, donc un peu plus de 4000 km. Et le mot est un peu trompeur puisqu'on parle de mur, mais ce n'est pas un mur à proprement parler, mais c'est plutôt plusieurs points défensifs très rapprochés qui permettent qui auraient dû empêcher un débarquement allié. L'histoire nous a montré que ce mur n'a pas résisté à l'assaut des Alliés en juin 1944 en Normandie. Alors, on va parler de ce commandant allemand qui tenait cette batterie. Est-ce que vous avez ici une photo de lui, le représentant ? Il y en a même plusieurs. Donc on l'a ici chez sa logeuse, Madame Jeanne, puisqu'il logeait dans une maison du village d'Asville. La majorité des soldats d'ailleurs logés dans le village
On sait que lorsque c'était assez calme dans le secteur, il n'y avait qu'une trentaine de soldats qui restaient la nuit dans la batterie. On a également une photo de ce commandant Treiber ici sur la plage des Gouzins à Saint-Marcouf en compagnie de d'autres officiers. Et on le retrouve un peu plus bas en compagnie de sa femme et de son fils qui a à peu près 2 ans sur cette photo et qui aujourd'hui a pas loin de 80 ans. Toujours en vie. Et il y a quelques années, il nous a fait don du journal de bord de son père pour la partie de 1943 et plus récemment pour la partie qu'il a tenue lorsqu'il était captif en Angleterre. Il a même écrit en 1945, lors de sa captivité en Angleterre, pour rapport au 6 juin, c'était vendredi. Le bombardement était si fort que la batterie n'était guère plus capable de tirer. Les Américains nous collaient aux fesses. Sainte-Mère-l'Église était tombée et tout le bataillon américain qui était devenu libre là-bas, une force de 1000 hommes, se jetait sur la batterie avec des tanks, des pièces, des lance-flammes, des lance-grenades et des mitrailleuses. Oui, ça a été un événement forcément majeur pour toute la Normandie et pour même l'Europe finalement, ce débarquement. Pendant 2 ans et demi, cette garnison, les gens du village ont vécu de manière... les choses étaient très calmes par rapport, malgré qu'on soit en temps de guerre, on l'attendait ce débarquement. Et d'un coup, le débarquement a eu lieu et en 3 jours et demi, le site est pris par les Alliés. Mais il faut s'imaginer que le dernier jour, il y a eu jusqu'à 1500 coups tirés par les Alliés et à peu près la même chose rendue par les Allemands. Ça devait être... c'est impensable, enfin, c'est inimaginable ce qui s'est passé ici et dans tant d'autres endroits d'ailleurs. Puisque finalement, lorsqu'on visite la batterie, j'aimerais rappeler que ce n'est qu'une petite histoire dans une grande histoire. Et j'invite vraiment les visiteurs à aller découvrir les autres lieux du débarquement en Normandie. Cette pièce, elle aurait dû à la base servir de soute à munitions, mais les Allemands n'avaient pas des munitions en grande quantité. Donc le peu qu'ils disposaient était directement placé à côté des canons pour le confort. Mais si on s'imagine que cette pièce avait servi en tant que telle de soute à munitions, il faut s'imaginer que la porte blindée qui est derrière nous était verrouillée, qu'il y avait une personne qui se trouvait à l'intérieur, qui attendait les ordres qui venaient par le téléphone qui était situé ici. On voit les restes. Il fournissait le volume d'obus souhaité via un toboggan à obus situé juste ici. Les obus étaient récupérés par des hommes à l'extérieur et transportés jusqu'aux casemates et les canons. Alors pourquoi tout ce dispositif? Tout simplement en cas d'incident à la fois soit dans cette pièce ou dans le souterrain, ça évite que l'ensemble ne s'enflamme et explose par la suite. Il faut se projeter que lorsque l'organisation Todt a pensé les plans des batteries, elle a été jusqu'à réfléchir, si jamais le soldat se retrouve enfermé dans cette pièce avec plus personne pour l'ouvrir, comment il fait pour s'en sortir. Et donc, ils ont conçu des issues de secours dans cette pièce. Il y a tout un dispositif. Le soldat allemand aurait dû enlever les pierres ici, soulever une trappe pour que le sable qui se situe au-dessus ne bascule au fond. Et ensuite, il trouvait une échelle et une trappe de sortie pour pouvoir évacuer la pièce. Alors on sait que ce dispositif n'a jamais servi puisqu'il est encore intact et que cette pièce n'a jamais servi de soute à munitions, tout simplement parce qu'ils ont ainsi installé un poêle à bois. Et en général, poêle à bois et munitions, ça ne fait pas bon ménage. Et donc cette soute et celle qui est un peu plus au nord du site a été transformée en bureau. Allez, je vous emmène dans l'abri pour le personnel. Ok. Bien défendu aussi. Oui. Alors ici, du coup, on est dans l'abri des personnels. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, qui avait plusieurs fonctions. Un lieu de repos, on trouvait un système de lits, comme sur cette photo, tout simplement, où il y avait jusqu'à 3 lits les uns par-dessus les autres. C'était un lieu de travail. Il y avait une table où
il réfléchissait aux différents stratagèmes. Et aussi un lieu de repli en cas d'attaque, notamment aérienne. Il y a jusqu'à 2 mètres de béton au-dessus de nos têtes. En cas d'attaque, les soldats venaient se réfugier dans cette pièce. Ils fermaient les 2 portes blindées sur les côtés, plus celle juste ici. Les fenêtres sont également blindées. Ils mettaient un masque à gaz, puisqu'ils ont, depuis la Première Guerre mondiale, il y a une grande crainte face au gaz. Et ils attendaient que l'attaque se termine. Alors, plusieurs soucis, c'est que quand on est plusieurs dans une pièce qui est fermée hermétiquement, on va très rapidement manquer d'air. Donc, il y avait un système de ventilateur à bras qui était installé ici avec tous les filtres nécessaires pour filtrer les particules et ce qui permettait d'acheminer de l'air dans cette pièce. Second problème, lorsqu'on amène de l'air, la pression de la pièce va augmenter et si on ne l'évacue pas, c'est la mort des soldats. Et donc, on trouve juste à côté une bouche de surpression qui automatiquement s'ouvrait d'elle-même pour évacuer la pression de la pièce. Donc, une fois que ce problème résolu de pouvoir rester autant de temps qu'on veut dans la pièce, il faut savoir se dire comment on fait pour savoir si je peux sortir sans problème. Et pour ça, il y a tout un système d'outils de communication qui sont installés. On a dans un premier temps un central téléphonique qui se situait ici, qui était relié au casemate. Dans un second temps, on trouve un tube acoustique qui, lui, était relié à un soldat qui se trouvait dans le tombeau que vous avez pu découvrir tout à l'heure et qui avait vue sur l'extérieur. Et dans un troisième temps, il y a tout un système de périscope qui permettait de regarder à l'extérieur sans être vu. Lorsque je fais une visite, notamment avec les scolaires, je compare souvent cette pièce à un sous-marin, puisque finalement, les hommes qui étaient à l'intérieur pouvaient voir sans être vus, tout en étant protégés. Donc là, vous avez un puits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, les Allemands avaient prévu une autonomie de 2 mois. En cas d'attaque, ils pouvaient subvenir aux besoins des 170 hommes de la garnison. Dans cet espace, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive sur une zone qui est un petit peu différente par rapport au souterrain qu'on vient de traverser, qui était entièrement bétonnée. Et ensuite, on arrive sur une zone qui est plutôt protégée par des tôles ondulées. Et qui viennent protéger ces souterrains. Avec les scolaires, ça nous permet de parler du biomimétisme et comment l'homme s'est inspiré de la nature, notamment à des fins militaires. Et là, entre autres, l'homme s'est inspiré de la fameuse coquille Saint-Jacques pour venir renforcer ce souterrain et le protéger par le dessus. Et on pourrait en parler pendant des heures de cette thématique du biomimétisme. Alors il y avait aussi des baraquements en bois qui étaient positionnés sur le site. Et d'ailleurs, c'est ces baraquements qui ont disparu les premiers. Et le vestige, c'est typiquement le Mess, qui était le lieu de divertissement de cette garnison qui cherchait à rompre cette monotonie éternelle dont parle Treiber dans son journal. Avec le peu de distractions qu'ils ont pu s'offrir. S'offrir est un drôle de mot. Mais, c'est passer le temps. Passer le temps avec quelques danseuses qui sont parfois venues, des projections de cinéma. Ils ont organisé des fanfares dans le bourg, oui, tout à fait. dans des tenues absolument pas correctes pour des soldats. Ils ont transformé une réserve d'eau en piscine, il y avait un terrain de foot, ils ont cultivé des pommes de terre, des fraises. Finalement, il y a une petite vie qui s'est organisée au cours de ce côté militaire. Super. Alors du coup, ici, on se trouve sur un encuvement d'un canon. Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une batterie, c'est avant tout un ensemble de canons. Donc dans un premier temps, fin 41, il y a 4 canons qui vont être amenés sur ce site et ils vont être d'abord positionnés sur des encuvements à ciel ouvert et vous trouvez des alvéoles de stockage des munitions tout autour.
Mais l'idée très vite, c'est de venir protéger ces canons. Et comment on les protège? On les entoure de béton et donc on crée des casemates. Il faut s'imaginer qu'il faut à peu près 200 hommes pour construire une casemate et 1080 mètres cubes de béton. La première casemate est terminée en février 43 et la dernière en février 44, donc à l'aube du débarquement. On peut aller regarder le plan qui est là-bas. Ça va vous donner un peu un ordre d'idée du parcours qu'on a suivi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nos visiteurs ils sont accueillis ici dans ce bâtiment, donc l'ancien mess reconstitué. Ils partent directement dans les souterrains et suivre ce parcours. On s'est arrêté dans une première soute à munitions. Ensuite, on a été voir un abri pour le personnel ici. Nous, on est sortis ici, mais finalement, on aurait pu continuer pour aller voir un second abri. Et actuellement, on se trouve sur cet encuvement à ciel ouvert. Et ensuite, on distingue les 4 points où se trouvent les casemates. Donc on est, je crois, numéroté donc 344 jusqu'à 347. Oui. Et le poste, enfin le 345 a été le poste de commandement de la batterie commandé par le commandant Treiber. D'accord. Et que représentent du coup ces cercles? C'est aussi d'autres encuvements? Ce sont les 4 premiers encuvements. D'accord. Et il n'y a que celui-ci qui est encore existant. Et celui-ci a eu la particularité ensuite d'accueillir un canon anti-aérien, un Flak 36. Il y en a eu plusieurs de positionnés sur le site. Donc un ici, un qui ensuite a été positionné sur le toit de cette casemate. Et il y en a eu un également à cet endroit sur l'autre casemate plus au sud du site. D'accord. Avec une orientation du coup vers les plages. Voilà. Il faut s'imaginer que les canons étaient sur l'avant et donc avec vue sur la mer qui se trouve à 5 km d'ici. Et on va aller voir justement ces casemates. On va aller à l'intérieur. Donc là, on va aller découvrir une casemate. Mais je vais vous faire visiter aujourd'hui que celle-ci, mais il faut s'imaginer qu'elles sont toutes construites de la même manière. C'est-à-dire qu'en arrivant, vous avez des soutes à munitions. Il y en a 2. Et très rapidement, on arrive sur la chambre de tir. Donc là où se situe le canon. Alors quel type de canon on pouvait trouver là? C'était donc des canons français? Alors c'est des canons qui datent de 1913, ce sont des canons Schneider qui, pour des obus de 105 mm. D'accord. Ils étaient positionnés à cet endroit-là et donc ils avaient un angle de tir de 135 degrés. Et on voit le champ de battage de la batterie d'Asville. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, hein. La batterie d'Asville, elle était couplée avec la batterie de Crisbeck et de Saint-Martin-de-Varville et elles avaient en charge la protection du territoire entre la baie de Saint-Valahougue et la baie d'Évé. Et les canons d'Asville ont une portée de 12 km. D'accord, donc ça pouvait facilement cibler les bateaux au large. Bateaux qui arrivaient à proximité. C'était une 3e ligne de défense finalement, la batterie d'Asville, puisqu'il y avait une première ligne de défense au niveau du littoral, sur les plages. Ensuite, il y avait la batterie de Crisbeck qui avait des canons avec une plus grande portée, et vous allez la découvrir, je pense, dans une autre vidéo. Et en arrière-pays, la batterie d'Asville qui n'était pas visible depuis la mer, mais elle avait les informations grâce à son poste d'observation qui se trouvait à 2,5 km d'ici, juste en face de la batterie de Crisbeck. Le 6 juin, au moment du débarquement, la batterie d'Asville et les autres batteries du secteur rentrent en action, puisqu'elles doivent tenter d'empêcher le débarquement des navires alliés. Donc les premiers coups sont tirés. Et très rapidement, les Alliés vont mettre pied sur nos plages et vont tenter de rentrer dans l'arrière-pays. Et donc le 7 au matin, les Américains sont juste en face de ce site, face aux Allemands. Ils vont très vite comprendre que la position n'est pas prenable dans ce sens et ils vont devoir reculer. Ils vont faire le choix de la contourner pour essayer de prendre le site par l'arrière, qui est moins bien défendu, même si on trouve des mines, etc. Et ça va prendre un petit peu de temps, puisqu'il va falloir attendre le 9 à 14 heures pour que la batterie se rende, car le feu est en train de se répandre sur le site. Et donc le commandant Treiber va donner l'ordre
de rendre la batterie vers 14 h. Le cuirassé USS Nevada va tirer sur cette casemate et il y a un obus qui va transpercer de part et d'autre cette casemate. Il va passer ce premier mur. Vous allez le voir, hein, cet obus, rien que par son souffle, il va tuer la douzaine de soldats qui se trouvaient dans la pièce d'à côté, ainsi que les servants qui se trouvaient autour du canon. Et il va être, cet obus, qui faisait 356 mm de diamètre, va être retrouvé seulement en 1994, juste avant l'ouverture du site au public. Lorsqu'on va creuser pour créer le parcours de visite, il va être retrouvé et emmené au déminage, bien entendu. C'est le même qui a été retrouvé à Kinéville, et ça, c'est juste une tête. Il faut s'imaginer que cet obus, il parcourait 900 mètres par seconde. On ne le voit pas venir, quoi. On ne le voit pas venir, et son souffle a littéralement tué l'ensemble des soldats qui se trouvaient ici. On voit d'ailleurs que la porte, elle est complètement déformée, rien que par le blasme. Une deuxième casemate. Oui, donc on est à l'extérieur avec vue sur la chambre de tir que tenaient les positions allemandes. On voit encore l'extracteur de fumée, hein, puisqu'il faut s'imaginer que les canons, ils tiraient 4 coups par minute. Ça provoquait énormément de fumée, et pour rendre l'air à peu près respirable, il y avait tout un système d'extracteurs de fumée qui, sur cette casemate, est encore plutôt bien conservé. On voit aussi qu'ils avaient pensé à installer une sorte on pourrait parler de poubelle à douille, une soute à douille, parce que lorsqu'on tire 4 coups minute, il faut aussi faire de la place tout autour. Et donc pour aller plus vite, hein, ils envoyaient ça en dessous et pouvaient éventuellement les récupérer pour s'en servir plus tard. Ils n'en ont pas eu l'occasion du tout. Ce qui est assez visible sur cette casemate aussi, ce sont les camouflages, puisqu'ils ont tenté de dissimuler le site aux Alliés en peignant sur deux casemates des maisons en ruine. Et de l'autre côté, pour les autres casemates, il y a des talus pour faire croire à des petites bosses, des petits monts. Mais lorsqu'on regarde les photos aériennes des Alliés juste avant le débarquement, on comprend parfaitement qu'il y a à Aswil un site allemand défensif et qu'il est important de le prendre. D'ici, vous pouvez voir les impacts des tirs des chars américains, hein, lorsqu'ils ont essayé de prendre la position le 7 juin. Et on voit que ça a perforé, mais très peu, le béton de cette casemate, mais aussi des casemates d'à côté. Et on a aussi une très belle vue sur l'encuvement à ciel ouvert de la casemate la plus au nord du site. Et bien finalement, là, au travers de cette maquette, vous avez une vue sur l'intérieur d'une casemate. Donc les 4 casemates d'Aswil sont construites de la même manière. C'est-à-dire que sur le parcours de visite, on rentre par cet espace et on trouve 2 soutes à munitions. Ensuite, lorsqu'on poursuit, on arrive dans la chambre de tir avec environ 4 servants autour du canon. On rentre ensuite dans une pièce qui servait de lieu de vie, de dortoir pour les soldats. Et à l'arrière, on trouve un poste pour mitrailleuse. Et on ressort par cet endroit. Et donc sur la casemate la plus au nord qui a été transpercée par cet obus, finalement l'obus est arrivé par la chambre de tir, a percé le mur qui se trouvait ici, a rebondi à l'intérieur de la pièce pour transpercer de nouveau la fenêtre blindée, et ensuite a rebondi sur le mur pour terminer sa course à l'extérieur sans exploser. Après, si on veut être un petit peu plus pointu, lorsqu'on observe les casemates par l'extérieur, il y a 2 casemates qui sont un peu plus arrondies pour, en cas de tir des Alliés, empêcher que les obus ne rentrent à l'intérieur de la chambre de tir pour limiter les dégâts. Et faute de temps, il y en a 2 autres, elles sont plus carrées parce que c'est plus facile à construire.
mais il manquait de temps, il savait qu'il y avait un risque de débarquement imminent et donc il a fallu accélérer les procédures de construction. Bien, merci beaucoup Marlène pour cette visite, c'était très enrichissant, ça m'a permis de redécouvrir la batterie et puis ça permettra aussi aux téléspectateurs de pouvoir la visiter un peu en virtuel avant de venir la découvrir, et je vous y invite en présentiel. Ce que j'aime bien faire en fin de vidéo, c'est un peu un message pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur apporter, même pour les visiteurs qui viennent vous voir aujourd'hui? Quel message nous pourrions transmettre? Alors aux jeunes générations et plus globalement à tout le monde, leur faire passer le message que dans une guerre, il y a toujours deux camps, certes, mais il y a toujours il y a la grande histoire de la guerre et la petite histoire. Mais aussi amener les gens à réfléchir que là aujourd'hui je vous ai parlé d'un dispositif qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui encore malheureusement dans le monde il existe encore plus de 70 murs qui séparent des personnes, des villages, des villes, et s'interroger pourquoi ces frontières existent encore, ces murs, et surtout profiter de la vie, elle est tellement courte, et profiter du moment présent. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui des enfants venir découvrir ces batteries chargées d'histoire, chargées de mémoire, de les voir découvrir cette histoire qu'ils ne connaissent pas? Alors la thématique est très difficile, mais c'est important pour nous de sensibiliser ces jeunes. C'est le futur. Ces jeunes, c'est notre futur, c'est eux qui vont prendre plus tard les décisions, c'est eux qui habiteront ici. Et donc il est important que les musées français, les musées du monde, les sites culturels sensibilisent ce jeune public. Écoutez, merci beaucoup pour tout ce moment partagé ensemble. Je vous invite d'ores et déjà à venir découvrir cette batterie qui est située en Normandie, pas très loin de la plage d'Utah Beach. Il y a vraiment plein de choses à découvrir sur ce terrain rempli d'histoire et de mémoire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à commenter cette vidéo et à vous abonner. Je remercie encore ce site de nous avoir permis de filmer et de tourner ici pour cette transmission d'histoire et de mémoire. A très bientôt sur les capsules de l'histoire et au plaisir de vous y redécouvrir.